Le président Macky Sall à la rescousse des entreprises de presse. Le chef d'État qui a rencontré hier les patrons de presse a décliné un plan de sauvetage pour la presse sénégalaise. Modernisation de l'administration publique, l'État à pied d'œuvre pour matérialiser ce projet. Objectif d'une culture de performance dans l'administration. Une rencontre dans ce sens a réuni les acteurs concernés. Rubrique quotidienne du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des variétés de dattes consommées au Sénégal, un fruit recommandé pour la rupture du jeûne en ce mois béni. Grand Formant ce samedi s'intéresse à l'emploi des jeunes dans les fermes agricoles modernes implantées par l'État du Sénégal dans la région de Tamba, Kolda et Ziguinchor. Le chef de l'État met en place un plan de sauvetage des entreprises de presse face à une crise économique qui menace leur survie. Le président de la République a rencontré hier les patrons de presse qui ont mis sur sa table un éventail de difficultés, notamment le poids intenable de la fiscalité sur leur entreprise. Il a également été question du financement du service public de l'audiovisuel afin que la plus grosse part de publicité puisse revenir aux télévisions privées. Pabiram Bigendiaï. Une presse sénégalaise économiquement à l'agonie. Le chef de l'État vient à la rescousse. Le secteur des médias fait face à une vraie crise économique qui est en train de plomber le fonctionnement des entreprises de presse et d'hypothéquer de nombreux emplois. La situation est critique. L'État est interpellé. Nous avons tenu à lui montrer un peu la situation critique que traversent les entreprises de presse qui se débattent dans les difficultés et qui vivent vraiment une situation de sinistré. Devant cette situation intenable, le chef de l'État va mettre en route un plan de sauvetage des entreprises de presse. Un organe spécial est mis sur pied pour aller vite et mettre en route les réformes nécessaires, surtout sur le plan fiscal, pour soulager les sociétés de presse. La presse sénégalaise ploie sous le poids d'une dette fiscale très forte et qu'il faudrait aménager un régime de fiscalité spécifique à la presse. Le président de la République a accédé à cette demande et a validé la mise en place d'un groupe de travail entre la presse et les services des impôts pour proposer une spécialité adaptée au secteur d'activité de la presse. Nous avons aussi retenu avec le président de la République le principe de voir comment procéder à une remise gracieuse des dettes fiscales qui sont dues par les entreprises de presse. Aujourd'hui, nous avons fait le point sur 7 milliards de dettes fiscales dues par les entreprises de presse. 5 milliards sont dus par les entreprises publiques, notamment la RTS, le Soleil et la PS. Nous pensons que cette mesure-là, si elle est mise en œuvre, pourra permettre aux entreprises de presse de pouvoir respirer. Nous avons aussi posé sur la table la préoccupation des redevances audiovisuelles. Nous avons estimé qu'il est anachronique qu'on demande à chaque télévision de pouvoir, par exemple, payer 20 millions de francs par an par fréquence régionale. Donc, ce qui veut dire que pour une télévision privée au Sénégal, pour couvrir l'ensemble des 14 régions du Sénégal, il faudrait 280 millions de francs CFA à payer en redevance annuelle. Nous avons expliqué clairement au président de la République que ce n'est pas possible, nous n'en pas les moyens. Il a effectivement convenu de cela et a pensé qu'il va falloir travailler avec la RTP dans le sens de réduire de façon très sensible cette redevance qui est exigée. Autre priorité et urgence, le financement du service public de l'audiovisuel. C'est devenu une question de survie et pas seulement pour la RTS. Nous avons demandé à ce que la RTS bénéficie du financement de l'État parce que la RTS est à la limite laissée pour compte comparée à ses sœurs de la sous-région, de la Gambie, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun. Et nous pensons que l'État doit pouvoir mettre la main à la poche pour financer la télévision publique. Le président de la République a convenu de cela et a estimé qu'il fallait réfléchir sur la question. Nous avons demandé cela parce que certainement la RTS est membre de l'organisation, nous avons donc le devoir de soutenir la RTS, mais aussi quelque part la presse privée est intéressée par ce schéma. Parce qu'en finançant la RTS, par exemple, sur des fonds publics, par un mécanisme d'allocation budgétaire ou bien par un mécanisme de taxation ou de redevance quelconque qu'il faudrait trouver, qu'il faudrait inventer pour alimenter, par exemple, la subvention accordée à la RTS, nous pensons que dès l'instant que ce principe sera acquis, on pourra contingenter la publicité au niveau de la RTS. Et nous tous, nous savons que la RTS prend la part du lion sur le marché de la publicité au Sénégal et donc ces espaces de publicité qui seront libérés par la RTS pourraient profiter aux télévisions privées. Cette rencontre avec les patrons de presse s'est poursuivie autour d'une table à l'heure de la rupture du jeûne. Un cadre d'expression et d'échange en toute convivialité et liberté. Les rapports souvent heurtés entre presse et pouvoir se sont adoucis le temps d'une séquence Ramadan.
Un atelier de partage du schéma directeur de modernisation de l'administration publique s'est tenu ce matin à Dakar. Il a réuni des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux de différents ministères. L'objectif est d'améliorer la qualité de la gestion publique pour une meilleure qualité des services rendus aux usagers d'Amsila. Faire de l'agent du service public un serviteur du citoyen, c'est en gros l'objectif visé par ce nouveau schéma directeur de modernisation de l'administration publique. Cette réforme, la quatrième du genre depuis l'indépendance, veut améliorer l'organisation administrative. Des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux de différents ministères sont concernés par cet atelier de partage. Désormais, il y a une culture de résultats qui sera introduite et que chacun s'attendra à travers justement les ressources qui sont mises à sa disposition à être évalué in fine lorsqu'il aura fini de les utiliser. Nous allons justement expliquer aux responsables au plus haut niveau des ministères, à l'exception des ministres, c'est-à-dire les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet, le mode opératoire justement de ce schéma directeur, particulièrement par rapport aux axes qui sont liés à l'amélioration de la qualité du service public, mais aussi par rapport à l'axe lié à l'introduction d'une culture de résultats. Les départements ministériels occupent une place de choix dans cette nouvelle réforme. Ils seront restructurés pour une amélioration dans leur fonctionnement, surtout en matière de procédures administratives. L'option qui est proposée dans ce schéma directeur est une option qui replace le citoyen au cœur de l'action et qui organise très très bien la mutation à laquelle l'administration devra procéder pour être au défi du développement, c'est-à-dire nous proposer une administration efficace, performante et une administration qui accepte le principe de l'évaluation et le principe d'être orienté vers les résultats. Le schéma directeur de modernisation de l'administration publique a reçu depuis le début le soutien du chef de l'État. Sa mise en application va résoudre définitivement certains dysfonctionnements dans l'administration publique. Après Dakar et sa banlieue, c'est au tour de Kaolack, Fatick et Joal de recevoir le ministre de l'Aménagement et de la Restructuration des zones d'inondation. Khadim Diop est allé constater le prépositionnement du dispositif pour lutter contre les inondations dans ces localités. C'est dans le cadre du programme d'urgence 2013 Moussa Mané. À Kaolack, la brigade nationale des sapeurs-pompiers n'a pas attendu l'installation de l'hivernage pour déployer son dispositif de pompage des eaux. Le prépositionnement des motopompes est déjà effectif dans les quartiers des parcelles assainies, Saha Djamagan, Nimzat, où les populations sont aussi impliquées. Cependant, le curage des canaux des ponts 1 et 2 connaît un retard du fait du manque de moyens de la municipalité. Nous, en tant que population, on s'associe aux sapeurs-pompiers pour établir les tuyaux et tout ça pour ne pas être dans cette situation. Nous avons également été au niveau de Khahoun. Là également, nous avons vérifié que la station fonctionne. L'électropompe qui a été installée demande juste qu'une descente électrique puisse être opérée. Et là, la Sénélec est saisie. Mais ce que nous avons constaté ici, c'est que ces canaux-là qui servent d'exutoire, s'ils ne sont pas suffisamment curés, les problèmes vont être déplacés d'un niveau à un autre. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que ces deux canaux-là puissent être curés, parce que sans cela, les efforts seront vains. Après Kaolack, le ministre de l'Aménagement et de la Restructuration des zones d'inondation s'est rendu à Fatick. Même constat, des points noirs ont été identifiés par les sapeurs-pompiers pour installer des motopompes. L'Office national de l'assainissement est aussi à pied d'œuvre avec le curage des canaux, au moment où sa station de pompage chargée d'évacuer les eaux vers le fleuve est fin prête. Une bonne partie des problèmes attendus ici à Fatick sont en voie d'être bien pris en charge. Et en cela, je pense qu'il faut remercier le président de la République, le Premier ministre, qui a donné des instructions fermes pour le raccordement. Pour le reste, les points noirs ont été bien identifiés et la BNSP me confirme que tout le dispositif nécessaire a déjà été prépositionné. Joal, la dernière étape de la visite, cette localité de la Petite Côte a souffert l'année dernière des inondations du fait de la descente en amont des eaux. Conséquence, des quartiers entiers sont inondés. Ici, les sapeurs-pompiers ont prévu d'installer des buses pour permettre aux tuyaux d'atteindre la mer sans dommage. Ils peuvent compter sur le soutien du comité de crise installé par la municipalité. Cette année-ci, pratiquement la mairie a mis beaucoup de moyens. Des moyens qui sont à la disposition du comité de pilotage. Donc essentiellement, nous travaillons à côté des sinistrés. Nous allons voir les possibilités que nous pouvons envisager
pour permettre justement ce franchissement-là de la chaussée. Mais je pense que globalement, ceci c'est sous contrôle, la BNSP a les moyens nécessaires. Ils attendent juste l'arrivée de l'électropompe qui sera donc connectée au réseau électrique. À côté de ce plan d'urgence, il y a un plan décennal qui sera lancé dès 2014. Il concerne la restructuration des zones d'inondation. Déjà, les recensements sont en cours dans ces villes visitées. Des espaces de relogement sont déjà identifiés, tandis que d'autres quartiers connaîtront des aménagements. L'objectif pour l'État du Sénégal est d'améliorer sensiblement le cadre de vie des populations dans les années à venir. Nous retournons à Kaolack avec le directeur général de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui a effectué une visite de travail dans 83 villages dans la région de Kaolack. Objectif, voir les conditions de travail des agriculteurs ruraux. Le docteur Macoumba Diouf a également rencontré les populations à Latmingué, Claire Diop. Le secteur agricole polarise près de 70% de la population sénégalaise. Face à ce nombre important, l'État, dans sa nouvelle politique de développement, s'est engagé à accompagner le monde rural pour une augmentation conséquente de la productivité agricole. À Kaolack, 83 villages ont été visités par le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Objectif, faire l'état des lieux de la situation. La vision est bien définie. C'est de moderniser son agriculture, c'est de renforcer les capacités des agriculteurs. Pour qu'on parle plus de paysans qui peuvent être des artistes, mais qu'on parle d'agriculteurs ou alors d'entrepreneurs agricoles. Donc une agriculture qui nourrit son homme. Dans la communauté rurale de Latmingué, le manque d'équipement est constaté, notamment pour l'allègement des travaux des femmes. Des moulins, du matériel de transformation, de l'électricité, vous l'avez vu. Le nombre de villages électrifiés dans la communauté rurale est marginal. L'ISRA vient de mettre en place le projet des centres de formation pratique au métier de l'agriculture. La structure prône pour la professionnalisation et la modernisation du secteur. Si on veut une agriculture productive, compétitive et durable, donc qui nourrit son homme, qui fixe le rural chez lui, qui encourage l'urbain à faire l'exode urbain. Tout un dispositif sera mis en place pour soulager et faciliter le travail des agriculteurs. En mettant en place des intrants de qualité, gage d'une forte productivité, des semences de qualité, donc des semences certifiées, des engrais de qualité, du matériel agricole de qualité. Dans ce nouveau programme du gouvernement, la formation des agriculteurs occupe une place de choix. Une enveloppe de 5 milliards est dégagée par l'État. La mission capaciter les acteurs ruraux pour une agriculture de qualité. Cela devrait pousser le Sénégal à atteindre l'autosuffisance alimentaire et lutter ainsi contre la pauvreté en milieu rural. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction des logements des Sénégalais de l'extérieur a eu lieu à Kounoune. Dans cette localité seront construits 250 logements pour les émigrés sénégalais, une aubaine pour les Sénégalais de la diaspora qui ont obtenu ainsi leur première tranche de logement. La cérémonie a été présidée par Mme Seynabou Gaye-Touré, ministre des Sénégalais de l'extérieur, Oumar Baldé. Un large terrain aménagé. Voilà le site qui va abriter la première tranche des 250 logements des Sénégalais de l'extérieur. Ce geste marque le coup d'envoi des travaux des résidences des Sénégalais de la diaspora. Une veille doléance chère à nos compatriotes que va satisfaire le gouvernement grâce à un partenariat entre le ministère de tutelle et un promoteur privé. Empreinte d'émotion et de solennité. Comme nous le savons, pour la stratégie de Sen Consortium est d'offrir un cadre et des opportunités aux Sénégalais de l'extérieur et un toit dans leur pays d'origine. Pour le gouvernement du Sénégal, l'accès des immigrés sénégalais au toit reste une priorité. Le gouvernement, par le biais du ministère en charge de l'habitat et mon département, entend jouer parfaitement son rôle de facilitateur à l'accès au logement de nos compatriotes basés à l'étranger. C'est dans cette optique que Monsieur le Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, a créé un comité interministériel destiné exclusivement à la prise en charge de cette question chère au président de la République, son Excellence Macky Sall. La cité de la diaspora va porter le nom de Yorobas,
un des premiers immigrés sénégalais cités comme référence des Sénégalais de l'extérieur. C'est dans cette ambiance que la cérémonie a été clôturée. Commerce interafricain est célébré, le dynamisme du secteur privé, c'est le thème du rapport de la CNUSED. La conférence des Nations Unies sur le développement a publié le rapport 2013 sur le développement économique de l'Afrique. Ibrahim Adon. Il a fallu 4 mois pour noircir ces pages. Le document traite des questions relatives au développement économique de l'Afrique. C'est le rapport 2013 de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Il s'articule autour du commerce intra-africain. Le message principal du rapport, c'est que pour optimiser les gains de l'intégration régionale, pour pouvoir accélérer le commerce intra-africain, il est impératif que des politiques soient mises en place pour soutenir le secteur privé et amener un meilleur développement des entreprises africaines, développer la compétitivité des entreprises africaines. Le montant total du commerce intra-africain a atteint plus de 130 milliards de dollars en 2011. Le Sénégal est considéré comme un bon élève dans ce domaine. Des efforts sont encore à faire. Si le Sénégal a pu, entre 2000 et maintenant, doubler la part du commerce africain dans son commerce extérieur, c'est parce que justement, on a levé les barrières tarifaires au sein de l'UEMOA. On a créé un marché unique. Il faut élargir ce marché jusqu'à la CEDEAO. De toute façon, nous sommes obligés. On ne peut pas avoir un APO avec l'Europe sans avoir un marché unique au sein de la CEDEAO. En même temps, développer les routes, avoir de bonnes routes, développer également la coopération entre les pays. L'expansion du commerce intra-africain est considérée comme un moyen important de stimuler la croissance économique. Une volonté réaffirmée par les dirigeants africains lors du sommet de l'Union africaine tenu en janvier 2012. Objectif, dynamiser le commerce intra-africain dans le contexte de l'intégration économique régionale. L'Institut islamique de Dakar a organisé un symposium sur la vie de Cheikh Moussa Camara, un savant né au Fouta du 164, le savant de Ganguel. La rencontre a été un moment de partage sur l'œuvre de cet homme qui s'est intéressé à des sciences comme l'histoire, l'anthropologie et la sociologie, entre autres, nous dit Hamidou Diop. Le savant de Ganguel Soulé, Cheikh Moussa Camara, a quitté ce monde en 1945, mais ses écrits inspirent aujourd'hui encore des générations de penseurs. Ce symposium qui réunit d'éminentes sommités revient sur la vie et l'œuvre de Cheikh Moussa Camara, un homme qui a laissé au Fouta des empreintes indélébiles. Cheikh Moussa Camara a laissé un patrimoine inestimable en quantité et en qualité. 247 manuscrits au moins ont été inventoriés et catalogués avec l'aide de l'ISESCO et 47 de ces manuscrits sont écrits par Cheikh Moussa Camara. Qui excelle, comme tout le monde le constate, surtout les chercheurs, avec beaucoup de bonheur, dans au moins 8 domaines différents. Malheureusement, ces manuscrits sont dans un état déplorable. Le but de la famille de Cheikh Moussa Camara, c'est de rendre disponible l'ensemble des écrits du savant, écrits qui reviennent sans cesse sur l'histoire des peuples, la jurisprudence islamique, les cultes de l'amitié, entre autres. Le représentant du gouvernement Mamadou Talla, après ses témoignages sur le Cheikh, mesure toute l'importance de la numérisation de ces écrits. La numérisation devrait être déployée à l'ensemble de notre patrimoine historique. Toutes les instances, qu'elles soient politiques, juridiques, religieuses, sportives, culturelles et académiques, doivent insister sur le fait de numériser et d'archiver pour garantir la sauvegarde de la mémoire collective. À côté du symposium, cette exposition montre les manuscrits de Cheikh Moussa Camara, des ouvrages de référence pour les visiteurs qui ont pris d'assaut le couloir de l'Institut islamique pour s'abreuver à la source de ce digne fils du Fouta. Symposium sur la vie et l'œuvre de Cheikh Moussa Camara. Nourriture du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La date est très prisée en cette période de Ramadan. Le fruit qui pousse en zone aride présente de multiples vertus nutritionnistes. C'est pourquoi on recommande des dates à la rupture du jeûne, nous dit Ndaïdadja.
Rompre le jeûne avec des dates, c'est d'abord une sunna, une recommandation du prophète rapportée par d'éminents érudits. Si l'un d'entre vous veut rompre le jeûne, qu'il le fasse avec des dates, parce qu'elles sont une bénédiction. Et s'il n'en trouve pas, qu'il rompe le jeûne avec de l'eau, parce qu'elle est une purification. Pourquoi exhorter les fidèles à consommer des dattes? D'abord parce que c'est un fruit très énergétique, issu du palmier dattier, un des rares arbres à pousser dans le désert qui caractérise l'Arabie. Ensuite, cette recommandation prophétique est scientifiquement démontrée. Sur le plan nutritionnel, la date présente de multiples vertus. La date est à 96% de sucre, c'est du fructose, ce qui veut dire qu'il arrive dans le sang un petit peu moins rapidement que le sucre de table. C'est un fruit qui est également extrêmement riche en potassium. Le potassium, c'est un minéral, et c'est un minéral qui aide à réhydrater le corps. Il y a les vitamines B qui aident à utiliser le sucre qui est dans la date pour justement que les cellules en profitent le plus possible. Les dattes sont riches en fibres et ces fibres alimentaires donc vous permettent de faire redémarrer le système digestif. En cette période de Ramadan, le fruit est très consommé. Selon la direction du commerce intérieur, environ 2000 tonnes ont été déclarées à l'importation. Comparé à l'année dernière, nous avons une augmentation de presque plus de 40%. L'année dernière, nous étions presque à plus de 1200, 1300, 1300 tonnes de dattes. C'est vrai que le Ramadan correspond à une période où il y a une forte consommation de dattes, mais les quantités que nous avons reçues quand même nous rassurent par rapport à un approvisionnement correct du marché. Nous en avons reçu de la Tunisie, de l'Algérie et également de Dubaï. Cette ruée des Sénégalais vers ces fruits fait l'affaire de ces vendeurs saisonniers. Ces derniers expliquent avec un air de connaisseur les différentes variétés de dattes. Il y a le gros tandama et il y a le tergal qu'on l'appelle tergal. Il y a aussi le petit, il y a aussi le sucre malais. En fait, on dénombre au moins 300 variétés. Pas de grande différence nutritionnelle entre les dattes, qu'elles soient sèches ou non. Il y a des dattes retravaillées, si je peux le dire comme ça. Retravaillées dans le sens où on veut mettre des amandes dans la date ou caraméliser la date. Mais en termes de valeur nutritive, il n'y a pas vraiment de différence. De si nombreuses vertus pour un fruit recommandé, autant en consommer alors pour revigorer l'organisme en cette période d'abstinence. Les jeûneurs s'en rendent compte, le jour dure longtemps, normal, puisque le ramadan se situe cette année au cœur de l'été. À des journées plus longues, il faut ajouter les traditionnels interdits. Bien des actes apparemment anodins peuvent hypothéquer des efforts consentis depuis l'aube. Ramadan entre privation et tentation, c'est une chronique de Oumar Diaw. Un ramadan dans le second solstice de l'année. Concrètement, cela signifie que les jours sont plus chauds et certainement plus longs que les nuits, beaucoup plus longs. Même si sous les tropiques, l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil est telle que la variabilité horaire du jour et de la nuit n'est que peu perceptible, le temps du jeûne se fera plus ressentir. Ainsi, il faudra se priver de nourriture et de boissons pendant 14 voire 15 heures, et si ce n'était que cela, passe encore. C'est que jeûner ne consiste pas seulement à tourner le dos à l'eau, aux aliments et aux autres délices inépuisables. Les 5 sens de l'individu doivent ensemble suivre la dynamique et entièrement participer à l'exercice dans toute sa rigueur. Ne pas médire, ni prêter une oreille à des propos malveillants, s'interdire des regards concupiscents, des pensées coquines, se garder de se laisser aller à des accolades considérées comme inévitables et autres poignées de main qui font ressentir la délicatesse et le velouté d'une paume paresseuse ou le parfum suave presque enivrant, vous ne perdriez rien. Au plan professionnel, jeûner, ce n'est pas tomber dans une profonde apathie, doublée d'une antipathie et d'une irritabilité à fleur de peau, une fois sorti d'un bureau climatisé à 18 degrés. Côté diététique, ce n'est pas le crépuscule tombé sur ruée de ses dernières forces sur des victuailles auxquelles son ventre n'est d'ailleurs pas habitué et acheté à crédit. Vouloir se rattraper en quelques heures le soir d'une longue diète diurne équivaut à s'empiffrer. Conseil de connaisseurs. La pharmacie régionale d'approvisionnement mobile est arrivée à Sédou. Elle constitue une excellente initiative pour les populations qui parcouraient des kilomètres pour se procurer des médicaments. L'installation de la pharmacie a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle à Bazizban. Après Kédougou, Sédou tient sa pharmacie régionale d'approvisionnement.
C'est au cours d'une cérémonie que les autorités médicales ont reçu la PRA mobile, une installation qui vient à son heure. Si on a ça aujourd'hui, PRA mobile, on dit Alléluia, merci le Tout-Puissant. Et cela est une innovation. Parce que maintenant, nous sommes à une stratégie mobile dans la livraison des médicaments. Ça, c'est très important. Merci à la PNA, merci à la directrice de la PNA et bien sûr merci aussi au ministre de la Santé qui est en tout cas derrière ce concept. Avec cette pharmacie régionale d'approvisionnement, les populations de Sédhiou n'auront plus à faire des kilomètres pour s'approvisionner en médicaments. Nous allons rapprocher les médicaments des populations et comme indicateur, on vient tout juste de le dire, il y aura une nette amélioration de la disponibilité des médicaments au niveau de la région de Sédhiou. L'inexistence d'une pharmacie régionale d'approvisionnement a été la source de multiples devoirs pour les usagers des services de la santé publique. Je me réjouis donc de l'avènement de cette PRA mobile à Sédhiou. Je suis certain de l'incidence éminemment positive qu'elle aura sur l'amélioration des conditions de vie des populations en général et sur la bonification de l'offre régionale en matière de santé publique en particulier. Les artistes de la localité ont tenu en haleine le public avec un sketch, une cérémonie riche en couleurs. Conférence de presse du mouvement républicain des tailleurs et stylistes professionnels du Sénégal et de la diaspora. Objectif: définir les orientations de la structure qui désormais œuvre pour la massification de l'APR. Les tailleurs et stylistes s'investissent donc politiquement pour améliorer leurs conditions d'existence. Fatou Diouf. Des tailleurs et stylistes du Sénégal et de la diaspora dans les rangs de l'APR Yakar. Il s'engage à accompagner le secrétaire général dans son programme Yonou Yokouté. Il s'agira pour la structure de contribuer au développement local par la formation, l'encadrement et l'insertion des jeunes dans les métiers de la couture. Ce face-à-face avec la presse vise donc à sensibiliser leurs collègues tailleurs et stylistes des 14 régions du Sénégal et de la diaspora. Sidi Sam et Antou Sambou, tous deux des cadres de l'APR et parents de la cérémonie, ont promis d'appuyer cette corporation dans leur combat de tous les jours. Les tailleurs disent vouloir des financements, une mutuelle de santé, une coopérative d'habitat, des centres de formation pour les jeunes, mais aussi et surtout faire valoir leur savoir-faire dans les foires internationales. Des projets réalisables, mais non sans le soutien des gouvernants. Un accident s'est produit tôt ce matin vers 2 h du matin au rond-point de Koloban. Un camion qui descendait du pont a heurté une grosse pierre sur son passage et s'est renversé sur le lieu. Le conteneur transporté est tombé sur la cabine du véhicule. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le chauffeur qui était seul dans le camion s'en est sorti sain et sauf. Grand format de ce samedi s'intéresse à l'emploi des jeunes dans les fermes agricoles modernes implantées par l'État du Sénégal dans les régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor. Entièrement dotées d'un réseau d'irrigation goutte à goutte, ces fermes de 60 hectares mises en valeur par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole a la particularité de mobiliser de jeunes producteurs âgés entre 18 et 35 ans autour de l'agriculture moderne avec des spéculations rentables. Grand format signé Ibrahim Diallo. Récolte de gombo à Netoubou, un chef-lieu de communauté rurale établi dans la région de Tambacounda. À cette période de l'année, il était inimaginable de produire cet aliment de base en quantité suffisante dans cette contrée du Sénégal oriental. Ça fait plus de 2 mois maintenant, on est en récolte, en pleine récolte. Donc on sait que vraiment, ce gombo-là va nous amener au-delà de l'hivernage. Ils ont montré que c'est bien possible de faire du maraîchage avec de bons rendements. Ils ont fait de la tomate, ils ont fait l'aubergine, de l'aubergine amère, c'est Diakhatou. Ils sont en train de faire du piment également. Donc vous voyez que déjà c'est le maraîchage qui s'installe dans cette région. Pour une présente campagne de contre-saison, ces jeunes producteurs ont déjà récolté, rien que pour le gombo, 13 tonnes, soit en valeur financière 4 millions de francs CFA, sans compter les autres spéculations qui sont arrivées à maturité. Pour le moment, l'argent là n'a pas été partagé, on l'a mis en compte jusqu'en fin de campagne.
pense qu'on sait que tôt ou tard, on se prendra en charge. La terre ne ment pas, on l'a toujours dit dans les récitations et comme ça. Donc ces jeunes-là, ils ont trouvé la nécessité et l'intérêt de travailler pour leur village, pour leur pays et rester pour la population et soutenir leur famille. Entièrement dotée d'un réseau d'irrigation goutte à goutte, cette ferme de 60 hectares, mise en valeur par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, a la particularité de mobiliser de jeunes producteurs autour de l'agriculture moderne, avec des spéculations rentables. Nous avons introduit ici une technologie nouvelle qui consiste à la maîtrise de l'eau et une irrigation goutte à goutte et de l'aspersion qui sont de nouvelles technologies. Il fallait initier ces gens. La première formation consiste d'abord au choix des spéculations à mettre en place. Pour l'assistance technique, nous avons mis aussi en place des techniciens qui doivent les accompagner et assurer le suivi rapproché. Nous demandons à la commission d'irrigation le matin d'arroser entre 8h jusqu'à 11h ou bien midi. Donc le soir, idem, ça sera la même chose. Donc c'est pour les autres programmes, quand ils nécessitent vraiment de faire la protection phyto, j'appelle la commission phyto au moins qu'on puisse faire le calibrage pour qu'on puisse faire le traitement. L'expérience est d'autant plus intéressante que ces fermes implantées dans les régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor engagent actuellement des centaines de jeunes choisis dans les différentes communautés rurales bénéficiaires du projet. Des jeunes qui, pour la plupart, étaient tentés par le phénomène de l'immigration clandestine et de l'exode rural. En contre-saison ou en saison froide, en saison sèche, on est tous là, on travaille ensemble. Il n'y a plus à aller à Dakar, à chercher du boulot ou à prendre la mer ou les pirogues. Il n'y a plus ça en tout cas à Neteboulou. Ce qui est plus important, je vois même des immigrés qui veulent revenir et travailler dans la ferme. C'est parce que c'est rentable. À Kanyo Kamakou, dans la communauté rurale de Saribidji, le choix du site d'implantation de cette ferme de 60 hectares et des bénéficiaires répond à un certain nombre de critères. Pour les sites, c'est la disponibilité donc foncière, c'est une démographie, donc des populations actives qui sont demandeuses, et ensuite la disponibilité de l'eau. Quand on réalise une ferme, on fait un rayon de 5 km. Et tous les villages qui se trouvent dans le rayon de 5 km sont éligibles à la ferme. Et le quota par village est déterminé par la taille démographique de chaque village et la contribution par rapport aux fonciers occupés par la ferme. Pour cela, l'agence a mis en place un système de sélection des producteurs présidé par l'autorité administrative de la communauté rurale bénéficiaire. Nous avons mis à contribution les différents services techniques, n'est-ce pas, de l'agriculture, l'inspection départementale de la jeunesse et les jeunes par le biais de leur association, mais également le conseil consultatif des femmes de l'arrondissement de Saribidji. La commercialisation, un épineux problème dans le monde agricole. À Bignona, les jeunes de la ferme de Cafès dans la communauté rurale de Tengouri commencent déjà à tirer profit de leur exploitation. Des fois, on a 200 ou bien 300 000, 200 000 ou bien 300 000. Chaque 2 jours, on va verser ça à la SNCA. Les gens viennent de Kofuntum, de Ziguinchor, de la Guinée-Bissau, de la sous-région. L'objectif à terme est de permettre aux jeunes producteurs de gagner en moyenne 1 200 000 francs pour les 3 campagnes dans l'année. Rapporté au mois, c'est un revenu mensuel de 100 000 francs. Pour un jeune rural vivant dans son village, c'est un niveau de revenu appréciable. Donc vous voyez les sauts qui sont ainsi faits par ces jeunes-là, d'un travail d'agriculteur pluvial où ils travaillent 4 mois sur l'année, ils vont maintenant dans une activité où ils travaillent 12 mois sur 12. À terme, le projet d'implantation de fermes agricoles va couvrir toutes les communautés rurales, avec un objectif pour l'État du Sénégal de créer des milliers d'emplois directs et indirects. La mission des pouvoirs publics est de faire de l'agriculture la base du développement économique et social du Sénégal, à travers l'aménagement d'exploitation moderne, mixte et intégrée. La ferme agricole moderne, c'est donc le sujet de grand format de ce samedi. Nous terminons par ces images de sport pour parler de la Coupe du Monde de 20 ans. La finale oppose la France à l'Uruguay et c'est la série de tirs au but qui va départager les 2 équipes. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.